comme un exercice un peu délicat, cafardeux en campagne, c'est le fait d'aller voir les vieux en EHPAD. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous décrire les établissements pour personnes dépendantes en milieu rural, tout le monde connaît la description du problème. Je vais surtout, c'est la seule originalité de cette chronique, mettre en rapport deux ou trois choses. Et la première que je vais mettre en rapport avec tout le reste, c'est le sort de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui s'est engagé lorsqu'il était au pouvoir à faire en sorte qu'il y ait autant de personnel que de pensionnaires dans ces établissements, un peu comme en Suède ou en Allemagne. Eh bien, en fait, 15 ou 20 ans après, c'est l'échec total. Les uns diront qu'il est lié à sa nullité, les autres à sa paresse, mais la question reste ouverte. Désormais, chose à mettre en rapport avec la situation où nous sommes, Chirac se retrouve dans la dépendance, comme la plupart des vieux atteints de démence sénile, mais avec 1 million de plus par an au minimum et un établissement de grande classe, j'imagine, sans compter les plantons de la gendarmerie payés par nos impôts. Donc on peut dire que dans l'incurie du personnel politique au niveau le plus élevé, quand il s'agit de la vieillesse, il y a d'abord quand même l'assurance pour certains qui n'auront aucun souci matériel eux-mêmes. Et naturellement, quand on se penche sur ce qu'a fait Emmanuel Macron sur ce sujet depuis son arrivée, on constate un je m'en foutisme encore plus déterminé, mais assez original, puisque à l'incurie, il rajoute le mensonge, comme d'habitude. En gros, il vous dit, enfin il vous fait dire par sa ministre, on va faire un effort considérable. En fait, l'effort qu'il consent pour faire en sorte que les vieux ne passent plus une semaine entière sans être lavés, c'est 1% du budget total. C'est-à-dire 100 millions. Tout ça est à mettre en rapport avec les 3 milliards qu'il a promis à Rihanna pour l'éducation dans le tiers-monde, avec les 2 milliards qu'on va dépenser pour les 40 000 migrants mineurs africains. Or, justement, 2 ou 3 milliards par an, c'est ce qu'il faudrait pour que les vieux pauvres retrouvent leur dignité, des vieux pauvres dont je vous rappelle que les 2 tiers ne reçoivent jamais aucun visiteur. Entre l'éclatement de la famille, la mobilité géographique, encouragée par le pouvoir, la dilution des rapports sociaux de proximité, c'est la double, c'est même la triple peine pour ces infortunés. Non seulement ils vivent dans la saleté, dans l'absence de personnel, mais ils ne reçoivent personne pour alléger le fardeau. Et lorsqu'ils reçoivent du monde, les plus conscients d'entre eux font parfois passer aux visiteurs, comme moi, des petits messages soi-disant pour leur famille, en vérité pour l'opinion, un peu comme les prisonniers d'un camp ou d'une centrale pénitentiaire au parloir quand ils essaient de faire passer un message roulé au creux de la main. Quel message? Mais une partie pratique du message, on n'est pas bien traité, on est obligé de dîner à 6 heures, on est couché à 8 et réveillé à 6, etc. Mais il y a aussi surtout la partie morale du message, et là je peux vous la lire, puisque depuis 3 ou 4 ans, je la lis tous les matins en veillant, ou plutôt en assurant une présence auprès d'un vieux monsieur qui a presque 90 ans. Cette partie morale est celle qui ne doit pas transpirer parce qu'elle est dangereuse. C'est qu'à fréquenter des vieux entre 80 et 90, on s'aperçoit qu'il y a très peu de choses qui gardent de l'importance dans notre propre vie, à part la beauté, la connaissance, l'apprentissage d'un instrument, d'un savoir quelconque. En tout cas, la tentation de garder toujours un œil sur ce qui nous attend en ayant un vieillard auprès de soi est une méthode très sûre pour garder un peu de sagesse dans la vie et pour ne plus investir dans un futur qui n'existe pas, pour ne plus faire le siège d'un fournisseur et faire réparer un objet dont on ne se sert plus. Et c'est encore plus vrai pendant la période de Noël où vous vous demandez sans cesse ce que vous pouvez offrir à quelqu'un de cet âge, mais rien justement, à part de quoi avoir chaud, de quoi s'éclairer, de quoi lire, de quoi écouter de la musique. Et on en vient donc à la grande explication du dédain dont les vieux sont victimes, du dédain institutionnel. Parce que donner de l'argent à Rihanna et aux migrants mineurs, c'est un choix. Et ne pas le donner aux vieux, c'est le même choix, mais à l'envers. Les vieux n'ont ni les moyens, ni surtout l'envie de consommer, d'investir, de faire marcher la machine monstrueuse de la modernité technologique et marchande, qui est notre ennemi, qui est leur ennemi. Comme le soulignait récemment l'un des pires journalistes du système qui pose avec le couple présidentiel, vous savez, les vieux les plus mécontents seront de toute façon morts à la fin du mandat de Macron, donc ce qu'on leur fait n'a aucune importance, ils voteront pas pour sa réélection. À moins que le mandat ne soit raccourci, et là, nous serons nombreux à exiger que les vieux soient considérés comme une priorité nationale, parce qu'en termes d'investissement et de consommation, certes leur influence tend vers zéro, mais en termes moraux, le respect, l'assiduité auprès d'eux, le devoir que l'on s'impose de les écouter même s'ils radotent, de les nettoyer même s'ils se salissent, de les soulager même s'ils n'en ont plus pour longtemps, ça c'est la condition à remplir pour rester une civilisation. Et ça aussi c'est un choix. Et on peut le faire. En attendant, faites celui de vous abonner, merci. Vous avez remarqué, c'est la période des horoscopes pour la nouvelle année, et vous avez remarqué aussi sans doute que les gens qui tirent les cartes, quand ils ne se sont pas trompés dans leurs prédictions, vous rappellent ce qu'ils disaient l'année dernière. Eh bien, moi qui ne tire pas les cartes, avec votre permission, j'ai résolu de chercher
dans les livraisons campagnoles de 2017 à l'automne 2018, ce qui annonçait ce qui arrive en ce moment et que, soi-disant, personne n'avait vu venir. Sans vouloir me hausser le col, je me permets quand même déjà de vous renvoyer à 2012 où je publiais un petit livre dont l'introduction disait exactement, je cite, « Cette France que personne n'écoute va certainement hausser le ton » et dont le bandeau de couverture disait « À l'écoute de la France qu'on n'entend pas ». Mon éditeur déjà faisait la fine bouche, le premier titre devant être « Éloge des braves gens » et il avait horreur de l'expression et les privilégiés en général n'aiment pas ce genre de mots. Et tous mes amis énarques ensuite se sont moqués de moi pendant 5 ans sous le règne débile au sens propre, hein, faiblesse et inconsistance, de François Hollande, en me demandant où était passé ce fameux peuple qu'on n'entendait pas et que je semblais inviter dans mes livres à pousser des cris. Ensuite, avant l'élection de 2017, j'ai passé un bon mois à rappeler qu'Emmanuel Macron se déguisait en sans-culotte alors qu'il sortait du cabinet du roi. J'ai même dit lors d'un débat télévisé, ici même je crois, que je le tenais pour un salaud, par quoi il fallait entendre menteur, compulsif, maladif, très peu fiable. Après son élection, cette chronique a fourmillé de mise en garde qui disait « Attention, le peuple a compris, on vient d'élire des gens tellement égoïstes et cupides qui sont capables d'aller bouleverser la vie quotidienne des humbles au nom du progrès et jusqu'à la révolte. » Donc, bon, pour finir, ou pour commencer, je me permets tout simplement de vous faire un pot-pourri de ce que disait cette chronique il y a un an, exercice qui est le pendant de ce que font les voyantes quand elles vous rappellent leur prédiction 2018. Bonne année 2019. Là, je me permets une observation personnelle qui est mon objet du jour d'ailleurs. Cette violence de l'administration que l'on retourne contre soi, c'est un truc d'octogénaire. Mais le gouvernement devrait se méfier parce que tout le monde n'a pas 80 ans. À 40 ans, on ne se sent pas coupable de n'être plus conforme aux nouvelles règles. On veut les faire ravaler à ceux qui les ont écrites et votées. 2 ans secrétaire général de l'Élysée, 2 ans aux finances, il ne sait pas qui a trafiqué le budget. Alors l'avoir comme président dans ces conditions est un peu inquiétant. Que peut-il encore ignorer de compromettant en ce moment et que nous n'apprendrons que dans 2 ou 3 ans? On ne sait pas. La première conclusion que j'en tire, et je vous invite à en tirer avec ce monsieur qui m'en parlait, c'est que le président de la République, au moins dans cette phrase, ne fait preuve d'aucune morale et que, pour la suite, c'est tout de même un peu inquiétant. Il disait que Macron avait l'air d'un représentant de commerce avec ses chaussures pointues et il a enchaîné sur les chaussures pointues qui lui paraissaient un signe de décadence. Ah, voilà l'un des rares points sur lesquels j'ai été d'accord tout de suite avec lui. Les époques de chaussures pointues précèdent généralement les désastres historiques. On est au regret de devoir dire aux équipes, aux élateurs, aux adeptes de la secte Macron, qui représentent 16% des Français, à tout casser, on est navré de devoir leur annoncer que le système qu'ils essaient de replâtrer en ce moment est déjà mort pratiquement. Ceux qui sont en train de finir leurs études aujourd'hui ont très bien compris que la France n'est pas une culture d'entreprise, c'est une culture tout court, et que si les gens veulent s'y réinstaller comme ça, fortune faite, c'est parce qu'on y trouve des avantages qu'on n'achète pas et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Eh bien, ils ont 20 ans aujourd'hui et ils vous décrivent, messieurs, explicitement le modèle Macron, le modèle Goldman Sachs comme appartenant au passé depuis déjà 10 ans. Ils vous disent qu'avec ses polos Ralph Lauren et ses soirées à Las Vegas, Emmanuel Macron est un dinosaure. Et ça fait plaisir à entendre. En France, et tu as certainement remarqué que parmi les grands archétypes dans notre pays, il y a l'opposition éternelle entre un type blond, méprisant, séduisant, diplômé, bon nageur, sportif, au regard clair, mais menteur et voleur, en tout cas vaniteux, et un autre type, brave, rondouillard, sans aucun attrait autre que son intelligence et sa bonté. Et Macron a probablement très bien compris qu'il faisait partie physiquement, et un peu par ses manières aussi, de la race des Thierry Lhermitte dans Le Dîner de cons, contre une France à la Jacques Villeray, une France qui ne pourrait jamais lui faire confiance sur sa bonne mine, parce que justement, elle a appris la méfiance contre ce genre de type. Une méfiance qui n'exclut pas la fascination d'ailleurs, hein. Il suffit d'écouter les sketchs de Gad Elmaleh, où il a réintroduit la figure éternelle du type qui énerve le peuple en France, et qu'il appelle le blond. Le blond fait toujours tout très bien, il est bien vêtu, il a de beaux pieds à la piscine, mais sa valeur morale est très douteuse. On retrouve le même personnage dans Les Bronzés, et c'est toujours l'ermite. Alors quoi, tu vas me demander? Eh bien, ai-je conclu en sachant très bien,
qu'en homme de casting, il n'allait pas me donner entièrement tort, pour décrocher le rôle du président quand même, malgré l'aversion, fascination des Français, il ne pouvait pas compter sur ses seules qualités, sur ses seuls avantages, il fallait qu'il discrédite l'adversaire. Et là, j'ai senti que mon ami était vaguement séduit par ma thèse, parce qu'il m'a dit, si c'est vrai, le peuple va réagir comme Jacques Villeray ou Coluche dans les films, et le méchant au regard clair sera démasqué, voire humilié à la fin. Ça reste à voir, mais le scénario se tient. Pour les fêtes que j'ai passées au village, je me suis replongé dans ce qu'ils appellent là-haut à Paris la ruralité, et donc j'ai pu observer tout ce qui avait un rapport avec les gilets jaunes sur leur terrain d'origine, la France des petits patelins et des petites villes. On n'en voudra donc pas à quelqu'un qui tient une chronique villageoise de s'attarder sur le grand déballage auquel la France est soumise en ce moment, puisqu'il concerne principalement les gens qui ont du mal à vivre, et les gens qui ont du mal à vivre, nous en sommes ici entourés. Sur le conseil de mon ami Gustave, j'ai interrogé l'artiste du coin, vous savez, celui qui vend des objets, des tableaux sur les marchés, parce qu'il était très familier de tous les points de rassemblement de gilets jaunes dans notre région, à cause de son métier itinérant. D'abord, je précise que ces points de rassemblement sont bien moins nombreux ici qu'autour des grandes villes, mais que, chose notable, dans notre village très paisible, où les trois quarts des gens n'ont jamais ramassé le moindre tract ou discuté avec des protestataires, la moitié au moins des habitants portent le gilet plié au coin du pare-brise, et quand on les interroge, les uns disent que c'est pour montrer leur solidarité, les autres c'est pour ne pas qu'ils m'arrêtent, disent-ils, au rond-point pour me débiter leurs revendications par la fenêtre. En tout cas, il est frappant de voir qu'en campagne, un très gros pourcentage de voitures portent la marque de cette sympathie formelle à l'égard des protestataires, ce qui est une façon de se reconnaître entre ce que Gustave appelle les partisans du ras-le-bol. Alors, venons-en à mon artiste dont je vous parlais, qui a ajouté une touche très personnelle au tableau de la situation. Il m'a dit, on l'a pas beaucoup vu dans la presse, mais c'est-à-dire les gilets jaunes, cassé la statue moderne avec les ciseaux, là, tu sais, au rond-point du géant Casino sur la route d'Albi. Et c'est pas la première fois, ils ont fait aussi le même genre de coup de force à Châtellerault, avec une statue grotesque qui s'appelait la main jaune. On voyait une main de 30 mètres comme ça, d'où sortait une espèce de corde avec des voitures attachées. C'était extrêmement laid, on comprenait pas très bien ce que ça voulait dire, mais le seul argument pour que ça passe auprès du public, d'après ce que j'ai vu, c'est que ça n'avait pas coûté d'argent public. Ils ont fait une souscription parmi les industriels de la région pour récolter 1,5 million d'euros apparemment. Mais argent public ou pas, les gilets jaunes du coin ont mis le feu à la statue, à cette horreur. Alors tu me diras, en tant qu'artiste, je devrais être outré. En fait, tu parles la liberté de création, tu vas me dire, tu parles aussi. Plus je discute et plus je comprends leur motivation. Ils ne jugent pas l'œuvre, ils s'en foutent. Ça les énerve surtout de voir qu'il y a des élus assez stupides pour laisser planter un truc pareil, aussi provoquant. Ça les énerve de voir qu'on n'a pas soumis ce projet à la population entière, parce qu'elle l'aurait repoussé évidemment. Mais ce qui les énerve le plus, c'est le prix que ça a coûté. Et là, quand tu les interroges, et là je suis entièrement de leur avis, en tant qu'artiste, même comme artiste, que ce soit de l'argent public ou de l'argent privé, 1,5 million d'euros pour une merde pareille sur un rond-point, mais c'est 10 fois trop, c'est 50 fois trop. Et là, en plus, c'est moi qui parle, on sentait qu'il était au courant de tous les circuits de l'art contemporain. On prétend que c'est du mécénat, mais c'est défiscalisé tout ça, et ensuite les entreprises qui ont donné avaient intérêt probablement à se faire bien voir par le maire ou par le conseil général ou par le conseil régional pour décrocher des contrats, pour obtenir des dérogations, des subventions. Et il me dit, c'est lui qui parle cette fois, tu ajoutes à ça les bons conseils des francs-mac, rien d'étonnant, me dit-il, à ce que tu trouves assez de couillons pour financer un truc pareil, contre lequel les habitants, me dit-il, auraient voté à 80%. Eh bien, les gilets jaunes, à Châtellerault comme à Albi, ont fait de la démocratie directe, puisqu'ils n'ont pas pu donner leur avis avant, eh ben, ils l'ont brûlé, c'était leur avis après. Quant au monument du rond-point près d'Albi, je connais les chiffres, là, me dit-il, ça vient de la mairie, 200 000 quand même, les contribuables étaient furieux. Et quand les gilets jaunes ont réussi à instaurer une sorte de désordre un peu sur le rond-point, les gens sont venus renverser ce truc en inox qui représentait le gaspillage de plusieurs années de leurs impôts locaux. Et contre ça, me dit-il, tu ne pourras pas lutter très longtemps, parce que des artistes comme moi vont ensuite aller expliquer aux mairies qu'elles auraient pu dépenser 10 fois moins pour avoir un truc approuvé par la population si toutefois elle avait été consultée.
Mais avant ça, il faut se débarrasser de tous les conseillers du ministère de la Culture, les directeurs de FRAC, de DRAC, parce qu'ils ont un grand mot, ils flèchent, disent-ils, les budgets vers certains trucs et pas vers d'autres, sans jamais consulter la population là non plus. Eh ben, me dit-il, on va retourner les flèches contre eux. Et ben là, c'est moi qui me suis dit, même les artistes décidément s'y mettent. Il y a vraiment une parenté de tout ça avec les grands mouvements historiques à la française, du type 68. En fait, les horreurs sur les ronds-points, c'est un peu nos statues de Lénine à nous. Et comme on le sait, partout en Europe, elles ont assez mal fini. Il y a une chose qu'on mesure pour une fois bien plus en banlieue parisienne ou autour des petites villes que dans la campagne, c'est à quel point les nuits de veille, ou plutôt le plus souvent les fins d'après-midi de permanence des gilets jaunes au milieu ou aux abords des ronds-points, leur réchauffent le cœur, à quel point ils sont contents d'être ensemble et de se parler de leurs difficultés, comme dans une pièce de Bertolt Brecht. D'ailleurs, la première chose qui frappe, c'est la correspondance entre ce qu'on voit et ce qu'on entend autour des braseros, là sur les ronds-points, sous les toits de tôle, et le théâtre engagé, un peu navrant, un peu émouvant des années 70, où les gens se découvraient une âme poétique, paysanne, pacifiste, ouvrière, messianique sur le Larzac, et par exemple, quand ils se réunissaient à 40 autour d'un grand feu pour faire des collectifs, pour parler de leur lutte et pour prononcer des phrases creuses, bourrées de haut niveau 2, parce que c'était la grande expression à l'époque. Mais quand les gens sont très abîmés par la vie comme ça, quand ils sont sincères, on a du mal à leur en vouloir pour tout ça, alors que parallèlement, on en veut au contraire terriblement à ces badernes septuagénaires ex-trotskistes de 68 qui sont devenus tous plus ou moins consultants sur BFM ou sur LCI, les Jean-Luc Manot, les Cohn-Bendit, les Romain Goupil, qui normalement, s'ils avaient gardé la faveur un peu généreuse de leur jeunesse, devraient aller boire un café bouillant avec les déclassés en colère, là, mais qui débarquent en fait dans les studios des chaînes du câble à 19h30, le cheveu teint, le sourcil noir, éventuellement la cravate impeccable, pour aller engueuler un gréviste quelconque qui lui cherche ses mots en lui disant « Qui t'es toi pour représenter le peuple, qui représentes-tu » etc. et en défendant Emmanuel Macron parce qu'il a pris soin, en arrivant au pouvoir, de ménager tous ces apparatchiks de la pensée de gauche, donc leur salaire, leurs privilèges, etc. Donc on a ce paradoxe, après 40 ans, des anciens 68ards nantis, ultra nantis même, qui refont surface en ce moment comme experts, même Serge July, l'ancien directeur de l'IB, avec leur salaire énorme ou leur retraite imposante, et qui viennent juger, souvent très durement, mettre en garde, menacer de pauvres gens tout cabossés par la vie qui font le succès du mouvement en ce moment, et pour quelles raisons font-ils de ce mouvement un succès? Et là j'y reviens, Gustave qui les connaît bien et qu'on ne voit pas beaucoup ces jours-ci parce que justement il va parler avec eux à la sortie d'Albi ou de Montauban. Gustave, notre bouquiniste, me dit c'est quand même un mouvement qui n'est pas prêt de s'essouffler, contrairement à ce que pense la presse, repu de subventions, parce que les gens ont retrouvé par hasard une fraternité un peu maladroite, un peu désordonnée, qu'il y avait, par exemple, en Italie, que j'ai bien connu les jours de grève il y a longtemps, il y a 30 ans, ou dans les débuts du mouvement Cinque Stelle et de Beppe Grillo. C'est indéfinissable. En fait, t'as l'impression qu'ils sont contents d'avoir échappé à la solitude, à la télé, à leur sort de divorcer un peu minable pour vivre une aventure du cœur, une fraternité un peu biblique. Les gilets jaunes, c'est les catacombes de la solitude moderne. En fait, tous ces gens qui rentrent pas chez eux et qui préfèrent se les cailler, je commence à les connaître. Ils restent jusqu'à 11 heures en sortant de leur usine, ils mangent une saucisse au lieu de se planter devant leur télé, et ensuite ils boivent du vin ensemble, et c'est comme s'ils retrouvaient la famille qu'ils ont perdue, ou qu'ils ne voient que l'été, ou la parole en plus se libère, c'est comme une psychanalyse. En plus, les télés, les radios viennent s'intéresser à eux, ce qui est toujours gratifiant. Mais apparemment, hélas, comme les jeunes journalistes qu'on leur envoie rentrent à la rédaction trop favorable à ce qu'ils viennent de voir et d'entendre, les rédacteurs en chef en rajoutent des tonnes dans le genre ça s'essouffle, ça nuit à l'économie, etc. Et j'ai entendu 2 témoignages, me dit-il, de ces jeunes journalistes radio qui m'ont dit mais tout est coupé, c'est dégueulasse. En fait, si j'ai bien compris, les 3/4 des gilets jaunes travaillent pendant la journée, ils viennent quand même le soir ou entre midi et 2, et c'est comme s'ils réveillaient là la France des bistrots dans des endroits où il n'y a plus aucun bistrot. Et là, j'avoue que j'ai remarqué moi aussi ça sur un rond-point en région parisienne, dans le sud de Paris, à l'entrée d'un énorme centre commercial, pas très loin de l'endroit où j'habite, un lieu vraiment déshérité où on ne va normalement qu'en voiture.
où il n'y a que des magasins d'usines, des entrepôts du bricolage, des boulangers, des darkis, des Fnac, eh bien on voit depuis plus d'un mois des gens contents d'être ensemble au milieu de nulle part, comme ça, qui ont bâti un véritable petit café avec des planches. En somme, une partie des revendications qui s'étoffent en ce moment provient de cette expérience commune, imprévue, imprévisible. Ils commencent à se rendre compte que ce qu'ils ont perdu, en laissant disparaître la France où on n'avait pas besoin de voitures ni d'ordinateurs pour exister et pour se parler.